La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux banlieues. Que faire pour nos banlieues? Avant de reprendre ce débat, on va écouter cette déclaration du Premier ministre Manuel Valls qui a fait polémique, qui a fait beaucoup de bruit. C'était le 20 janvier lors des vœux à la presse, le Premier ministre français. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique, qui s'est imposé à notre pays, la misère sociale, auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez, de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays. Yanis Schröder, Stéphane Baudet disait tout à l'heure, il y a aussi une responsabilité individuelle. Il y en a qui ne veulent pas sortir, il faut le dire, et on ne le dit peut-être pas assez souvent, sortir aussi de ces quartiers parce qu'il y a une solidarité au sein de ces quartiers, parce qu'on s'y sent en sécurité. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une responsabilité individuelle? Oui, je crois qu'il y a une responsabilité individuelle. Il ne faut pas tout le temps dire c'est à l'État de faire, aux associations. Moi, j'ai des élèves qui entendent. Qui entendent ce qu'on dit d'eux, qui entendent ce qu'on dit d'eux à la télé, ce qu'on dit d'eux dans certaines associations, victimes, discrimination, etc. Et qui intériorisent ces discours. Et qui finalement, et ça commence à se voir en classe, alors certains, et pas tous, j'ai une élève un jour qui me dit « Mais j'y arrive pas, monsieur, mais vous savez, je suis une victime. » Alors, quand des gamins intériorisent ce discours-là, que voulez-vous qu'ils construisent? Et je crois qu'il faut leur donner, et vous avez raison, il faut leur donner une vision positive de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire. Il faut vraiment les aider à construire un discours positif, un discours d'avenir. Ça me semble très important. Oui, mais concrètement, quand vous rentrez chez vous, quand vous vivez dans un quartier, quand vous vivez dans des barres d'immeubles, que votre père ou votre mère est au chômage, quand vous rentrez dans une salle de classe et qu'il y a des cas où c'est difficile pour des professeurs, parce que vous êtes professeur expérimenté, mais souvent dans ces quartiers, il faut le dire, ce sont des jeunes professeurs qui viennent de démarrer, ou donc c'est le chahut total dans la salle de classe. Comment est-ce que vous pouvez encore trouver l'énergie, quand vous êtes dans cet environnement, justement cette énergie pour être positif, parce qu'être positif, ça nécessite ça passe par l'énergie. Le discours. Ça passe par le discours des adultes, ça passe par le discours des enseignants, ça passe par le discours de l'administration, ça passe par le discours des parents. Et ça, c'est très important. Et je reviens aux parents. Il faut absolument que l'éducation nationale arrive à capter les parents, à les faire venir. Et pour certains, malheureusement, nous n'y arrivons pas. Nous n'avons pas les contacts. Nous ne réussissons pas à construire des liens. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que pour ces gens, eh bien, l'école, c'est un monde étranger, c'est un monde... pour certains, c'est même un très mauvais souvenir, donc c'est difficile d'y aller. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Vous savez, rien n'est monocausal, et je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faudrait mettre à plat pour réfléchir. Je crois qu'elle voulait dire quelque chose. Allez-y, mais vous n'avez pas parlé encore, Marie-Camille Larrivie-Bourlemoyle, et je vois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce que disait... Non, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je me dis, il faut faire attention, parce que là, ce que vous parlez, c'est une généralité. Ce n'est pas la réalité. Moi, je vois quand on travaille dans les quartiers, je travaille aussi dans les écoles, puisque j'interviens pour donner des cours à des enfants en CE2 ou des choses, et je suis intervenue aussi dans des collèges. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des enfants qui avaient besoin qu'on prenne du temps sur la pédagogie, pas sur le truc victime, parce qu'ils sont assez rebelles, ils sont pas si victimes que ça, ils sont C'est bien ce que je dis. Oui, non mais attendez. C'est exactement ce que je dis. Oui, mais je veux dire, quand il y a quand même quelque chose où on dit qu'ils peuvent démissionner. Ils ne démissionnent pas non plus. Pour faire simple, je dirais que c'est à nous de nous adapter aux enfants. Et ce n'est pas aux enfants de s'adapter à nous. Et c'est ce qu'on fait dans les collèges, c'est ce qu'on fait dans les lycées, c'est ce que j'ai vu partout. Et ça, c'est gênant. C'est gênant, enfin je dis partout par rapport à mon expérience. À chaque fois que j'ai vu quelque chose, c'était l'enfant qui devait se plier ou l'adolescent. Si on faisait un effort pédagogique, ça changerait les choses. C'est vrai qu'il y a des professeurs qui font des expériences, mais elles ne sont pas toujours
valorisées, elles ne sont pas toujours montrées. Et je pense qu'il faut être un peu plus ludique, il faut en même temps expliquer pourquoi il faut du cadre, il faut qu'il y ait du sens. Si on est toujours en train d'asséner des choses, eux, ils en ont ras-le-bol, vous savez, c'est pas compliqué, ils vous regardent, ils vous disent, bon, bah, la télé de Vous dites toute que façon... l'enseignement, ça ne va pas, en fait. Finalement, c'est la manière d'enseigner, de transmettre, il y a des fois, où il y a des failles. Il y a des failles dans le fait qu'on on veut faire toujours... Malika Bellaribi, quand vous dites très concrètement, c'est à l'enseignant finalement de s'adapter à l'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée chez des gamins. Je sais que c'est pas facile pour des enseignants, parce que je reconnais, quand même une classe de 25 élèves, je suis désolée, c'est très très dur. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, par exemple, qui ne vont pas comprendre au niveau visuel, d'autres qui vont pas comprendre au niveau auditif. Il y a des portes d'entrée dans l'enseignement, une manière de parler. Par exemple, c'est tout bête, mais il y a des enfants, quand ils regardent la télévision, je vous donne des exemples, hein, ils regardent la télévision, ils regardent avec la bouche ouverte et ils gobent tout. Quand ils sont en cours et qu'ils sont avec un prof, ils sont comme ça. Ils n'en retiennent pas. Quand on se met à chanter, qu'on leur demande d'apprendre, que je mets de la technique, que je leur explique de faire, on ouvre la bouche, ils font ça. Et je travaille avec les enseignantes, hein, et ça marche. Ça veut dire que dans la manière de faire, on doit faire l'effort de comprendre quand l'enfant ne pige pas. C'est-à-dire qu'on s'arrête. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites quand même, il y a quand même des classes de 30. Ça veut dire que c'est quand même très difficile. Des mesures très individuelles, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un a un problème là, il faut s'arrêter sur le lit, un autre... vous savez, les enfants... Alors qu'il y a des sous-effectifs, vous êtes assez pour... Non. Il y a des... Vous savez, les enseignants, ils sont très bons. Je sais qu'ils ont plein de méthodes. C'est simplement, à un moment donné, quand on a un groupe, ça arrive très souvent. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement des enseignants, on en reviendra justement peut-être un peu plus qualifiés, et pas des jeunes qui viennent tout juste d'avoir leur diplôme et qui sont propulsés du jour au lendemain dans ces quartiers licenciés. Nadia Bellaoui. Moi, je voulais revenir sur cette notion de responsabilité individuelle parce que je pense que c'est une question clé. Moi, mon sentiment, c'est que dans ces quartiers, plus qu'ailleurs, les jeunes ont l'impression qu'ils méritent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Oui. Ils ont l'impression que c'est de leur faute en partie. Et je pense qu'il faut commencer par dire justement qu'il y a des raisons objectives dans ces quartiers-là pour moins réussir qu'ailleurs. Quelles sont ces raisons objectives ? Les raisons objectives, ce sont les inégalités sociales. Enfin, écoutez, quand c'est 60% des familles monoparentales dans certains quartiers qui sont sous le seuil de la pauvreté, c'est énorme. Donc, quand on est dans un quartier pauvre, qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'a pas les moyens simplement de vivre, au fond, normalement sa scolarité, des quartiers, on le dit aussi, Nadia Bellaoui, parce que j'ai essayé quand même, des quartiers où il y a des bus qui ne vont plus, d'ailleurs, il y a certains bus qui ne vont plus, où il y a de la police, dans certains quartiers qui ne va plus, dans certains quartiers, pour rétablir l'ordre. Mais c'est précisément ce que j'allais dire. Quand il y a certes une dimension de responsabilité individuelle, c'est une évidence, mais décloisonner les quartiers, investir dans des politiques de transport qui permettent justement que quand on est à quelques kilomètres de Paris, par exemple, on ne soit pas à 1h30 en temps parce que justement les liaisons entre les bus et les RER ne se font pas bien. Ça, c'est de l'ordre de ce que la puissance publique a en charge. Et ensuite, il faut laisser effectivement la population finalement puiser dans ce sens de la solidarité des quartiers dont on parle et ne pas avoir peur d'emblée des capacités de solidarité particulière qu'on peut ramener à des communautés. Il n'y a pas de contradiction fondamentale entre l'existence d'associations communautaires, par exemple, fondées au départ sur une identité commune et la République. Simplement, il faut s'organiser pour que ces associations-là n'enferment pas les personnes et que finalement, elles ne renforcent pas le sentiment qu'il n'y a que dans la communauté d'appartenance ethnique qu'on est pris en compte. Alors c'est vraiment ce partenariat. Je voudrais que vous réagissiez justement sur ce que vient de dire Nadia Bellaoui, justement sur l'argent public aussi, peut-être qui serait donné à certaines associations, peut-être trop communautaristes et décloisonner justement tout cela et pas faire en sorte qu'il y ait un repli Je pense clairement que d'abord parce qu'on manque de moyens, que nos associations en ont de moins en moins, qu'il va falloir maintenant commencer
commencer à cibler il y en a de vers... moins en moins. Ah oui, de j'en ai l'argent. moins, oui, ça, Évidemment, c'est plus juste. C'est l'un des sujets que j'abordais avec le président de la République au déjeuner tout à l'heure. Enfin, il y a une espèce de schizophrénie qui consisterait à continuer à nous sabrer nos dotations. Sur ma commune, c'est 60% de dotations d'État en moins entre 2010 et 2017. 3/4 de ma population en zone urbaine sensible et l'obligation, je le disais au président, de se saisir chaque jour de nouvelles compétences de moi-même parce que le besoin est exprimé sur le terrain, sans même que j'ai l'argent qui va avec. Je vais vous donner 2 exemples très caricaturaux, mais enfin ils sont très parlants, dont un qui n'a pas forcément plu à la ministre de l'Éducation nationale à midi. À la suite du meurtre horrible d'une enseignante à Albi avant l'été, il y a eu un choc dans la communauté éducative enseignante à Courcouronnes. On s'est rendu compte de la difficulté et du manque de formation de nos enseignants sur la gestion de crise et la relation aux parents. Et bien voilà, c'est la mairie de Courcouronnes, ma collectivité, qui a payé un séminaire de formation aux enseignants de Courcouronnes, c'est-à-dire les enseignants de l'éducation nationale, pour leur apprendre à gérer la situation de crise et la nouvelle relation à mettre en œuvre avec les parents. C'est quand même quelque chose en matière de décentralisation. Deuxième exemple, dans des quartiers populaires dont on oublie de dire par ailleurs, et tous nos diagnostics sociaux et sanitaires le montrent, que quand même, l'espérance de vie est inférieure que dans le reste de la France. Quand même, nous avons des problèmes de santé très très forts dans les quartiers populaires. Nous avons des médecins qui ne s'installent plus dans nos quartiers populaires. Et ben, j'en suis à créer une maison pluridisciplinaire de santé qui me coûte 2 millions d'euros alors que ça n'est pas ma compétence. Donc en effet, la question des moyens, l'orientation que l'on doit donner aux moyens sur le terrain est évidemment essentielle. Sinon, encore une fois, c'est complètement schizophrène de vouloir, parce que c'est très sympathique tout ce qu'on dit là, enfin, je veux dire, les uns et les autres. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit, on l'a dit aussi en 2005, et finalement rien ne change. Et à la limite, si je vous entends, ça va même de mal en pis. Parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui est donné. D'abord, il y a de moins en moins d'argent et la paupérisation s'accélère. J'insiste, la paupérisation dans les quartiers populaires, ça fait plus de 35 ans que ça a commencé. Non, mais c'est vrai que, par exemple, moi qui travaille dans les quartiers avec les associations, c'est vrai que sur les 10 ans que j'ai vus, il y a eu quand même une erreur de fait. C'est qu'on a cassé les associations. Il y avait des associations qui étaient vraiment sur le terrain. Il faut quand même savoir, par exemple, quand vous avez des gens qui sont dans des centres sociaux culturels ou des centres sociaux normaux, dedans, tout est mélangé, aussi bien des religieuses que des enseignants, que des syndicalistes, que des gens de tous bords lambda. Ces gens-là, ils travaillent pendant 10 ans ou 15 ans. Quand on décide de faire des économies sur ces associations-là, on les ferme. Ce savoir-faire, il est perdu. Ces gens-là, après, on se rend compte qu'on a cassé l'association. Je le dis parce que c'est arrivé à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu ailleurs, dans d'autres villes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est le fait le plus marquant pour moi parce que c'est là où il se passait des choses. Et du jour au lendemain, les gens n'ont plus rien eu. Alors après, ce qu'ils ont reconstruit, j'en sais rien. Mais n'empêche que ce savoir-faire que les gens avaient depuis 10-15 ans, les gens qui étaient bénévoles, et qu'ils le faisaient, ou même s'il y avait des gens salariés, eh ben, c'est perdu. Et c'est vrai que quand on arrive, moi, quand j'arrive dans des centres sociaux, par exemple, je travaille sur Créteil, sur Bondy ou sur Paris, peu importe, ou à l'Archipel, ce sont aussi des gens qui sont bénévoles, mais qui ont moins de revenus. Et ils interviennent sur le soutien scolaire, ils interviennent sur l'opéra. Moi, je fais un peu de tout. J'interviens sur l'opéra, mais parce que... Qu'est-ce que vous faites exactement pour moi, par exemple... Ce que vous faites justement pour ces jeunes alors moi, ce que je fais exactement, c'est que je travaille avec différents groupes. Je prends des femmes, je suis dans l'intergénérationnel. Donc je travaille de la tranche d'âge de 16 ans jusqu'à 70 ans. Les gens sont mélangés dans l'opéra. Ce sont des chœurs, ce sont des groupes à peu près de 25 personnes qu'on travaille sur la technique, sur les nouvelles pédagogies, donc sur le non-verbal, les émotions, le sensoriel, les règles de réussite, les choses aussi, sur les règles d'attachement aussi, parce qu'il y a aussi des problèmes de perte d'affection. Donc, recréer du lien et expliquer, on métacommunique. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Toujours est-il qu'on est sur ce truc d'opéra. Et ensuite, on fait intervenir les gens, les professionnels. Et ensuite, on mélange les gens de Bondy, les gens de Créteil, les gens de Paris. On les emmène dans le Gers, on les emmène dans des châteaux, on les emmène à Lyon. On les emmène partout où on peut, on décloisonne. Et comme ça, on arrive... Décloisonner, c'est quand même le mot quand même de la, moi, c'est très soirée de ce débat. Pour moi, c'est très important. C'est très il faut décloisonner. Voilà. C'est sortir du Mais il faut y aller ghetto. doucement. Il faut y aller doucement. Il y a peut-être un élément aussi qui peut sortir du ghetto, parce que je rebondis quand même sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants. D'abord, je pense, notamment à l'âge du collège, qu'ils ont quand même un sérieux besoin d'autorité. Je pense qu'il faut aussi l'affirmer. Il n'y a rien de pire pour un adolescent que de ne pas avoir d'autorité autour de lui. Et tout ce que vous disiez, qu'on a évoqué tout à l'heure dans la
première partie du débat, pour moi, relève davantage du programme de réussite éducative à l'école élémentaire pour le montrer. Il y a un élément, moi, dont je n'arrête pas de dire qu'il faut le changer absolument, c'est le regard qu'on porte et sur nos quartiers et sur la jeunesse. Sur les quartiers, écoutez, Exactement. j'ai eu en 15 ans, alors que j'ai eu 15 visites ministérielles sur toutes les expérimentations qu'on a fait de manière éducative, j'ai eu hier, pour la première fois, sur une des chaînes concurrentes, un reportage positif sur la banlieue dans mon quartier. C'est le premier, c'est un miracle. Parce qu'à chaque fois qu'on vient nous montrer la banlieue, c'est parce qu'à chaque fois, il s'y passe quelque chose de pas bien. Et puis le deuxième prisme qu'il faut absolument casser, à mon sens, c'est cette habitude très française, pour le coup, peut-être même européenne, de regarder nos gamins par ce qu'ils ne savent pas faire. Alors ça, c'est notre culture. On pointe du doigt celui qui ne sait pas, qui est pas bon en maths, celui qui est pas bon en français. Et ben moi, je suis en train de développer je suis en train de développer dans les classes élémentaire, maternelle et collège de mon école des expériences que j'ai vues, notamment aux États-Unis et au Canada, où j'ai demandé aux enseignants à l'entrée de chaque classe d'avoir le talent de chaque gamin. Et que ce talent, ce soit des maths, du français, du piano. En fait, mais l'estime de soi, on a tous du talent, on a tous du talent. Expliquons à nos jeunes, à nos parents, on a mis en place des dispositifs comme Voisin Malin, il y a du talent dans nos quartiers. Donc arrêtons de pointer du doigt systématiquement ce qui ne sait pas se faire et accompagnons ceux qui ont du talent, ça emmènera tout le monde. Yanis Roder, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important, la valorisation, l'estime de soi aussi. C'est extrêmement important. Et vous sentez ces jeunes avec qui vous êtes en contact, qu'il y a un problème d'estime. Bien sûr, et écoutez, un problème une petite de valorisation. Il se trouve qu'avec les événements, là, j'ai fait 2-3 plateaux télé. Les élèves m'ont vu. Ils viennent me voir en me disant, mais monsieur, vous êtes connu, pourquoi vous restez avec nous? Mais voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire que d'après eux, ils ne me méritent pas. Mais c'est fou quand même de penser ça. Je veux dire, moi, ça fait 17 ans que je suis dans mon établissement. J'ai eu les grands frères, je connais toutes les familles. Voilà, je me balade à Saint-Denis, je sers. Voilà, je pourrais faire campagne électorale peut-être, mais non, pas du tout. Mais je veux dire, voilà. Mais pour eux, quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui est un petit peu connu parce qu'il a une parole publique. Voilà, ils ne le méritent pas. C'est terrible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont intériorisé des discours finalement victimaires et en même temps qu'on leur renvoie par les médias aussi. C'est vrai. Voilà. Donc ça, il faut absolument casser cela. Je suis entièrement d'accord. Il faut valoriser ces enfants. Il faut valoriser leur talent. Il faut valoriser leur réussite parce qu'en plus, ils le méritent. Oui, mais la réussite, Yanis Roder, il y a aussi la question de l'emploi. Lorsqu'ils voient que même s'ils ont leur bac et s'ils font 3 ans d'études derrière ou 4 ans ou 5 ans, que ça ne débouche pas forcément justement sur un emploi. Est-ce que là aussi, il n'y a pas... Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui partagent ces conditions. Oui, C'est-à-dire sauf que dans ces quartiers-là, vous savez que c'est encore plus compliqué. Mais il y a aussi une grande mobilité. Vous savez, il y a aussi une grande mobilité dans ces quartiers et beaucoup de mes anciens élèves, enfin un certain nombre, font des études supérieures et vont vivre ailleurs et ont des emplois ailleurs. Donc si on parle justement de valorisation... C'est ça. Est-ce que incontestablement, vous avez raison. Enfin, on a un problème économique, on a un problème d'emploi dans les quartiers, puisque de toute façon, le taux de chômage y est en moyenne 2 à 3 fois plus élevé que dans les autres quartiers. Mais là aussi, pédagogiquement, on a tous une responsabilité depuis des années. Quand un gamin veut créer de la richesse dans un quartier populaire, il ne va pas à la chambre de commerce chercher une entreprise ou créer une entreprise. Il vient voir le maire, il crée une association, il demande des subventions. C'est-à-dire que culturellement, on a cassé l'idée d'entreprendre. Et je pense que là aussi, du point de vue éducatif, on a énormément de travail à faire. Et il y a beaucoup d'anciens élèves qui ne restent pas dans ces quartiers. Et quand ils réussissent, ils s'en vont. Ce qui fait que le quartier, finalement, ne s'ouvre pas et ne permet pas d'offrir d'autres exemples que ceux qui sont là. Donc ça, c'est une réalité. Il y a une grande mobilité dans ces quartiers. Nadia Belaoui, sur la question de l'emploi aussi, sur l'absence peut-être de perspective. Non seulement l'association est un excellent terrain pour développer l'esprit d'initiative, vraiment, mais en plus l'association est justement une organisation apprenante. Ça paraît un peu jargonneux, mais la réalité est celle-là. C'est-à-dire que quand on met le pied à l'étrier à des jeunes, ils apprennent différemment qu'à l'école. Donc, il faut effectivement faire en sorte que, par tous les moyens, ces jeunes puissent compenser finalement avec leur volontarisme les inégalités objectives qu'ils vivent. C'est en ça qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois mettre plus de moyens de la communauté, de la collectivité nationale, parce qu'effectivement, ces quartiers-là en ont plus besoin qu'ailleurs. Mais il faut aussi les laisser faire et les accompagner dans leur capacité à faire plus avec des moyens comparables, démultiplier l'action publique en s'engageant par eux-mêmes. C'est tout à fait concret. Par exemple, il y a quelques années, on avait interrogé des jeunes sur un jury citoyen, sur la façon dont justement on pouvait faire progresser l'école. Et les jeunes disaient...
créer des réseaux d'entraide avec des anciens de l'école qui ont réussi pour compenser justement l'absence de réseau, qui est une bonne partie de l'explication sur les discriminations objectives qu'il peut y avoir dans l'accès à l'emploi. Vous voyez, on peut avoir le même niveau d'études, de qualification et ne pas trouver d'emploi ou moins progresser dans sa carrière parce qu'on n'a pas les réseaux. Merci à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Merci Stéphane Baudet, merci Nadia Belaoui, merci Malika Belarbi Lemoile et merci à vous.